Écoutez, merci Mme Brouillette, merci Mme Montreuil également. Je suis, mon nom personnel, très heureux d'être ici avec vous pour animer cet atelier. C'est surtout pour un sujet qui me tient à cœur comme celui-ci. C'est un sujet qui est important, auquel il est important de réfléchir parce que les universités de taille humaine ou de petite taille jouent un rôle essentiel pour servir leur communauté. C'est vrai pour les communautés francophones en situation minoritaire. C'est vrai pour les communautés majoritaires éloignées des grands centres urbains. C'est des institutions qui dynamisent et outillent leur région, qui forment une main-d'œuvre qualifiée, qui font avancer les connaissances. Dans certains endroits, elles jouent le rôle de centre culturel. Puis, en plus de contribuer à l'intelligence collective de façon plus particulière, leurs chercheurs vont ajouter ont souvent une expertise qui est pertinente à leur région de façon assez pointue. Ces universités-là, ces établissements-là sont tous confrontés à des défis, à trois grands défis dans leur capacité pour le développement de leur capacité de recherche. Ces défis-là sont les suivants. Comment est-ce qu'elles se sont prises pour développer leur capacité de recherche? On va vouloir savoir ça en ayant des discussions concrètes. Quelles sont leurs stratégies pour aller plus loin? Et de quel soutien supplémentaire auront-elles besoin? Alors, pour y répondre aussi concrètement que possible, on a 4 invités qui sont tous des experts de la question et qui représentent divers établissements d'un peu partout au pays et des établissements diversitaires. Pour commencer, on a 2 panélistes dont les bureaux de recherche universitaire sont bien établis. Le premier est à Moncton. Francis Leblanc est vice-recteur adjoint à la recherche et doyen de la Faculté des études supérieures et de la recherche de l'Université de Moncton, une faculté qui fête ses 40 ans. Bonjour, M. Leblanc. On a aussi, à Rouyn-Noranda, nous avons M. Louis Imbeau, qui est doyen à la recherche et à la création à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour. Bonjour. Nous avons 2 autres panélistes qui dirigent des bureaux de recherche qui sont en développement ou naissants. À Pointe-de-l'Église, en Nouvelle-Écosse, on a Valérie Lalande qui dirige les services du bureau de la recherche de l'Université Sainte-Anne, instauré en 2021. Il y a de la recherche depuis plus longtemps à l'Université Sainte-Anne, mais ça commence à s'organiser en bureau. Bonjour, Mme Lalande. Bonjour. Et depuis Toronto, on a Paulin Mulatrice, qui est vice-recteur aux études et à la recherche de l'Université de l'Ontario français, qui développe sa stratégie de recherche actuellement. Bonjour, M. Mulatrice. Bonjour, Jean-Benoît. Alors, malheureusement, on aurait dû avoir un 5e invité qui a malheureusement dû s'excuser pour des raisons personnelles, M. Miles Turnbull, le vice-principal à l'enseignement et à la recherche à l'Université de Sherbrooke, Bishops à Sherbrooke, et qui est aussi président de l'Alliance canadienne des universités de recherche de petite et moyenne taille. Mais bon, on va faire 100. De toute façon, avec 4 invités, on va avoir une heure bien remplie, je vous le garantis. Pour nos auditeurs, sachez que le panel va être suivi d'une période de questions. Vous pourrez d'ailleurs poser vos questions soit en levant la main avec le bouton réaction ou en indiquant questions dans la section clavardage de l'engin. Et à toute fin, M. Martin Normand, directeur de la recherche et des relations internationales à l'ACUFC, viendra conclure la séance vers 12h15. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer avec M. Francis Leblanc, puisque son bureau de recherche fête ses 40 ans et que c'est aussi Moncton, la géante des universités dans cette catégorie-là. Racontez-nous un peu, M. Leblanc, l'évolution de vos capacités de recherche et notamment vos bons coups. Merci beaucoup, M. Nadeau. Merci pour l'invitation. L'Université de Moncton existe depuis une 60aine d'années. Donc, l'université s'est créée suite à la fusion de différents collèges religieux qui existaient depuis Belle-Lurette dans notre province. Donc, on est installé sur 3 campus, à Moncton, l'autre à Shippagan et le 3e à Edmundston. Donc, dès le début de la création de l'Université de Moncton en 1963, on avait des activités de recherche
Et on a développé dès le début des programmes au cycle supérieur. Je pense que c'est important de la recherche aujourd'hui et même de l'époque se fait difficilement sans étudiants qui participent activement aux activités de recherche. Donc, on a commencé dès le début à développer des programmes de maîtrise initialement et au fur et à mesure, on a pris l'expansion de nos programmes de maîtrise vers des programmes au doctorat. Donc, nos programmes et nos de recherche et d'études se sont axés autour de nos forces vives. Donc, on a misé sur nos forces vives, que ce soit en études acadiennes, études des milieux minoritaires, en sciences du langage, en sociolinguistique et autres. Donc, on a développé progressivement nos programmes des cycles supérieurs et vers la fin des années 80, début des années 90, on a commencé à développer des programmes au doctorat. Aujourd'hui, on a 8 programmes de doctorat qui sont dans différents domaines. Donc, avec ceci, comme vous avez mentionné, il y a une quarantaine d'années, on a créé la Faculté des études supérieures de la recherche, qui est le bureau de la recherche pour l'Université de Moncton. Puis, on a ajouté différents services au fur et à mesure qu'on a eu besoin. Donc, on a des services pour aider les professeurs qui font du financement de la recherche. Donc, on a un conseiller principal à la recherche et on a mis en place des mécanismes de soutien aux chercheuses, aux chercheurs, donc pour les aider d'aller chercher du financement. On a aussi un bureau de soutien à l'innovation que eux, ils soutiennent les partenariats en recherche. Donc, surtout ces dernières 10 années, 20 années, il y a beaucoup de possibilités de partenaires en recherche. Vous allez parler de la recherche coopérative tout à l'heure. Donc, on a un bureau qui s'occupe pour accompagner nos chercheuses, nos chercheurs dans l'établissement de partenariats. Donc, je me permets, vous avez du monde qui font de la recherche très pointue. Là. Vous avez le Centre de recherche sur le cannabis, je pense. C'est ça. Chipagan, l'intelligence artificielle, ça va loin. Là. On a toujours misé sur nos forces. C'est-à-dire que pour avoir du succès, il faut avoir des forces vives internes pour à la fois développer la recherche, mais aussi nos programmes des cycles supérieurs. Et pour nos programmes, il faut aussi un besoin. Donc, on ne peut pas avoir un programme sans étudiants. Non. Il faut aligner à la fois nos forces de notre corps professoral et le besoin qu'on a de la société. Donc, je pense qu'on a bien fait. Nos programmes au cycle supérieur fonctionnent bien. On a à peu près 600 étudiants au cycle supérieur, 400 temps plein, 200 temps partiel, qui peuplent un bon nombre de programmes dans presque pas toutes les disciplines, mais dans beaucoup de disciplines. Très bien. Bien, écoutez, M. Imbeau, je suis tenté de passer à vous immédiatement. Non, en fait, permettez-moi, je vais plutôt, avant de passer à M. Imbeau, je vais plutôt commencer avec Mme Lalande pour la simple raison que sa situation est inverse. Vous faites de la recherche à Sainte-Anne, il se fait de la recherche depuis plusieurs années, mais là, vous vous organisez en bureau. Alors, parlez-moi un peu de comment ça se passe, puis en fait, pourquoi vous avez décidé de passer à l'autre niveau. Oui, merci, M. Nadeau. Bonjour à tout le monde. Comme vous l'avez mentionné, l'Université Sainte-Anne démarre un peu plus avec une structure de la recherche, mais ça fait quand même longtemps que l'Université Sainte-Anne fait de la recherche. Donc, pour mettre un peu en situation, en contexte, l'université a été fondée en 1890. Donc, ça fait quand même assez longtemps. Puis, à ce moment-là, c'était une institution principalement au niveau de l'enseignement, mais qui avait aussi des activités de recherche. Puis, il y avait un pôle central qui était le Centre acadien, qui était vraiment un soutien pour la recherche à l'université, notamment grâce à des collections d'archives autant visuelles et sonores. Puis, ça s'est développé à partir de ça. Donc, en 2004, on a eu une première chaire de recherche du Canada sur l'oralité et les traditions populaires des francophonies minoritaires qui est active jusqu'en 2011. Puis, suite à ça, c'est là qu'il y a eu comme une structuration de la recherche. Donc, qu'est-ce qui est important là-dedans aussi, c'est la création d'un plan stratégique de recherche pour l'université. Donc, le premier plan stratégique de recherche qu'on a eu à Sainte-Anne date de 2013. Donc, ça fait moins de 10 ans. Puis, c'est là que ça a été pour identifier les secteurs de développement de recherche principaux qui étaient en lien avec l'Acadie de la Nouvelle-Écosse.
Suite à ça, on a eu 2 chaires de recherche qui ont été démarrées, donc une en 2013 sur les études acadiennes et francophones et une autre en 2015 sur les études acadiennes et transnationales. Donc, encore une fois, énormément de succès de ce côté-là au niveau des études acadiennes en francophonie pour le secteur de la Nouvelle-Écosse, mais aussi pour tout le Canada francophone. Mais là, vous êtes allé vers le homard et le vin, là, si j'ai bonne C'est ça. mémoire. Puis là, c'est là qu'il y a eu aussi des besoins. Donc, on mentionne les besoins, d'être à l'écoute des besoins de nos populations. Puis un autre secteur qu'on touchait moins, c'était le secteur industriel. Donc, ça a commencé en 2010 avec la création de notre centre de recherche marine qui est situé sur notre campus de Petit-de-Gras au Cap-Breton. Puis, ça l'a vraiment démarré, donc, du travail avec le secteur pêche, aquaculture. Vous avez mentionné le homard, on mentionne aussi les pétanques, les huîtres. C'est super important pour nos collectivités. Puis, à partir de ça, on a eu un autre centre de recherche qui a été créé en 2015 pour le côté que j'appelle micro, donc tout ce qui est microbiologie génétique. Donc, ça, c'est à partir de notre laboratoire d'innovation en sciences en industrie, qui est aussi un centre de recherche appliqué en partenariat avec les secteurs industriels. Donc, tout ça, il y avait encore des besoins pour le plus gros secteur qu'on a ici, qui est le secteur du homard. Donc, c'est une industrie qui représente $1 milliard environ. Donc, c'est important d'avoir un service de recherche pour appuyer ces collectivités-là parce que c'est dans notre cour arrière que la pêche au homard se fait. Donc, on a inauguré en 2020 un nouveau laboratoire d'innovation, un centre de recherche et d'innovation sur la qualité du homard qui focalise sur les déterminants de la qualité dans le secteur de l'industrie du homard. Donc, encore une fois, c'est des nouveaux développements pour Sainte-Anne. Puis, en parallèle de ça, oui, on a les activités de recherche, mais là, on a le développement des capacités de soutien à la recherche. Donc, c'est ensuite notre deuxième plan stratégique de recherche qui date de 2020. Donc, une des priorités, c'était la mise en place d'une structure permanente pour soutenir les effectifs de recherche, donc la création d'un bureau de la recherche qui date depuis moins de 6 mois. Donc, c'est vraiment de mettre en place des stratégies puis de mettre en place vraiment cette structure-là pour appuyer nos chercheurs. On reviendra tout à l'heure sur les stratégies. Je vais maintenant passer le crachoir, je le mets le guillemets à M. Imbeau, qui est dans la situation un peu particulière, lui, d'être dans un milieu qui est pas minoritaire, mais qui est dans un milieu en région, qui est aussi loin de Montréal, Québec et Ottawa que peut l'être Sudbury. Donc, parlez-moi, depuis combien de temps faites-vous de la recherche à Rouyn-Noranda et où est-ce que vous en êtes, M. Imbeau? Oui, je vais vous présenter ça, mais je vais vous présenter un peu l'université, justement, avant d'en arriver à ça. D'entrée de jeu, je vous dirais que vous m'avez fait plaisir en présentant l'UQAT comme étant une université où la recherche était bien structurée, toutes choses étant comparative par ailleurs. C'est pas toujours l'impression que j'ai quand je me compare avec d'autres universités ailleurs au Québec, mais toutes choses étant relatives, ça me fait plaisir. Donc, on se décrit toujours l'UQAT comme étant une université à la fois humaine, créative et audacieuse. Donc, effectivement, on est, tu l'avais mentionné, une université de petite taille. On a au total 6600 étudiants à temps complet ou à temps partiel. On est la plus jeune constituante du réseau d'universités du Québec, donc créée en 1983. Au niveau du développement de la recherche, je regardais les chiffres hier dans notre historique. C'est vraiment dans la période 2000 à 2010 qu'on a eu la plus grosse croissance en termes de volume de recherche. On est passé de à peu près 6 millions de fonds de recherche gérés à notre université à près de 15 millions en une dizaine d'années. Donc, depuis ce temps-là, on a aussi entre 15 et 18 millions de fonds de recherche gérés par l'UQAT. Au niveau de la structuration de la recherche, notre décanat recherche-création a été créé seulement en 2015. Donc, on voit que ça a quand même pris un certain temps. Oui, on est relativement bien structuré, mais c'est quand même relativement récent. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Au niveau des domaines de recherche où on se distingue, l'Abitibi-Témiscamingue est une région où il y a évidemment beaucoup d'activités forestières, une importante industrie minière, donc ce n'est pas surprenant qu'à près de 80% de nos activités de recherche soient dans ces domaines-là, aménagement forestier durable, environnement et gestion des résidus miniers.
Mais on a aussi évidemment une forte, on est présent sur un territoire où les Autochtones sont très présents. Donc, on a une école d'études autochtones qui se développe et qui fait des recherches intéressantes depuis quelques années. Et on a d'autres départements, création de nouveaux médias, développement humain social, éducation, génie, gestion et santé, où on a aussi des chercheurs qui émergent dans ces domaines-là. OK. Ouais. Donc, très, très implanté dans le milieu, là, notamment développement, foresterie et minier, mais vous allez chercher d'autres choses, là, comme la création de nouveaux médias. Oui. L'implantation au milieu, j'ai oublié de le mentionner, mais on n'est pas l'Université du Québec dans une ville, on est l'Université du Québec dans une région, qui est l'Abitibi-Témiscamingue, et on est la seule dans le réseau de l'UQ avec cette particularité-là. Et ça se vit vraiment très bien ici. En fait, on a des campus dans plusieurs centres régionaux. Donc, le campus principal est à Rouyn-Noranda, d'où je vous parle aujourd'hui. Mais on a aussi un campus important à Val-d'Or. On a des centres à Amos. On a une station de recherche dans la MRC Abitibi-Ouest, dans le secteur de La Sarre. On a un campus, une station de recherche en agroalimentaire dans la région du Témiscamingue. On est présent à Mont-Laurier. On a aussi des programmes dans les multimédia à Montréal. Donc, on est vraiment ancré dans le territoire. Et ça, pour nous, c'est vraiment important parce que l'Abitibi-Témiscamingue, la population totale, c'est moins de 150 000 personnes. Donc, en fait, l'Université de Montréal, avec 70 000 étudiants, c'est déjà plus d'étudiants que dans toute la ville, plus d'étudiants que la population de la ville de Rouyn-Noranda, où je me situe. Donc, c'est certain que si on a une université, si on est très actif en recherche en région, c'est vraiment parce que le milieu nous soutient. Si on n'avait pas un soutien du milieu, d'une part, l'université existerait difficilement. Le soutien à la recherche, notre succès est vraiment lié à cela. Parmi les universités là, qui sont surtout actives au premier cycle, aux universités de petite taille, on se distingue vraiment par le financement moyen par professeur qui est issu de partenariats, entre autres, avec l'industrie privée. On est parmi les 3 meilleurs à l'échelle canadienne. Et ça, c'est vraiment parce qu'on a des bons partenariats entre les chercheurs et les industries minières en particulier, les industries forestières et aussi les ministères impliqués. Donc ça, c'est vraiment une clé du succès. Et le fait d'être présent sur le territoire, de développer des créneaux de recherche qui correspondent à des préoccupations du milieu, c'est vraiment une formule qui est gagnante. On pourra aller plus loin tout à l'heure sur les questions stratégiques d'approche générale, mais je vais passer maintenant à M. Mulatrice, qui est vice-recteur dans la plus jeune des institutions, l'Université de l'Ontario français à Toronto. M. Mulatrice, comment l'Université de l'Ontario français entrevoit-elle le développement de ses activités et de ses capacités de recherche? Là? Ça commence là, pour vous. Là. Ça commence chez nous, comme vous le savez. C'est la première année d'exercice académique pleine avec des cours, des programmes, des étudiants qui arrivent. Vous comprendrez que pour nous, c'était la première préoccupation n'était pas d'avoir la recherche quand on est arrivé, c'était d'abord de démarrer l'année académique, de démarrer les cours. Mais comme on a des collègues qui arrivent, qui sont arrivés avec vraiment des profils de recherche déjà bien implantés, il fallait voir aussi comment accompagner cela. Et donc, dans mon activité comme responsable de la recherche et des études, il fallait voir ce côté-là. Donc, ce qu'on a fait là, dès le début de cette année, c'était d'aller chercher, de créer, de développer d'abord une structure de soutien à la recherche. Donc, il y a une personne qui s'est jointe à mon équipe pour développer ce côté-là. Donc, ce travail est en cours. Ce qu'on a fait, c'était d'abord de procéder par un inventaire des intérêts de recherche par les collègues. On n'est pas une grosse équipe, il faut se le dire. D'ailleurs, on est 9 pour le moment. Je sais qu'il y a 3 postes annoncés. On sera une douzaine de personnes, 12 de professeurs d'ici la fin d'année et des étudiants qui arrivent. Et donc, c'était d'abord de procéder par l'inventaire des intérêts de recherche en vue d'arriver vers un plan stratégique en termes de recherche. Et ça, vraiment, on a voulu commencer de cette façon-là pour savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. À l'issue de cette activité-là, il y a eu 3 axes qui ont été définis pour la recherche. Parce qu'on sait que les intérêts étaient vraiment multiples. Bon, ce sont des personnes très, très dynamiques, jeunes ou déjà des chercheurs chevronnés, mais avec plusieurs intérêts de recherche. Il fallait vraiment essayer de réduire ces ouvertures-là à une taille vraiment, ce qui est faisable. Parce que si les intérêts sont très larges,
pour nous, on n'a pas la capacité pour appuyer tout ça. La deuxième chose qu'on a fait, c'était d'outiller tous ces collègues qui arrivent avec des fonds de recherche, des fonds de démarrage pour qu'ils puissent commencer déjà à travailler, à démarrer ce projet-là en tenant compte vraiment de notre contexte ici, dans la région de Toronto, puis le contexte communautaire. Donc, on en est à cela. Je pense que les choses sont en train de démarrer. Vraiment tout au début, vraiment, on est tout au début. Mais on espère que d'ici quelques années, il y aura vraiment, la chose sera vraiment ancrée et on ira de l'avant. Et n'oublions pas qu'ici, on n'a pas un programme de deuxième cycle. On commence avec vraiment des jeunes générations d'étudiants qu'il faut aussi accompagner dans ce processus parce qu'il faut compter sur eux. On n'a pas un deuxième cycle. Donc, c'est vraiment plusieurs des défis qu'on a, mais on est optimiste que les choses iront se... Vous êtes un peu dans la position de Moncton en 1962 ou 67. Mais dites-moi, ce qui ne veut pas dire que vous reculez en arrière avec vous, là, loin de là. Mais dites-moi, parlez-moi un peu des 3 axes que vous avez choisis ou qui se sont dégagés de votre consultation. Oui, ben, en fait, les thématiques étaient vraiment, il y en avait plusieurs. C'était très difficile d'aller couvrir tout ça. Je ne sais pas si vous aimeriez que je vous les énumère. Bon, il y a... En fait, ce qu'on a fait, c'est de passer à travers ces thématiques, le ramener à une dimension de ce qui est faisable. D'abord, un de ces actes, c'est encourager les sciences citoyennes et la pensée critique. Ça, c'est ressorti comme quelque chose de fondamental. Puis, relever les défis des enjeux environnementaux. Deuxième axe. Et troisième axe, c'est concevoir des pratiques et des politiques pour une société juste et équitable. Il faut comprendre que ce sont des thématiques, vraiment, ce sont des axes vraiment un peu plus vastes, mais à l'intérieur de ça, il y a des thématiques un peu plus précises qui viennent rejoindre ces axes qu'on a définis. Et c'est très proche, de toute manière, de l'orientation générale que vous vous êtes donnée dans vos programmes. Exactement, proche un peu de nos pôles d'études, de ce qui s'est fait à l'université, oui. Donc là, vous donnez un calendrier pour les prochaines années. Où comptez-vous être? Oui, pour cette année, c'était d'abord de développer le plan stratégique en termes de recherche. Ça, on y arrivera parce que là, on est en train d'y travailler. D'ici juin, le plan sera déjà là. Et à partir de l'année prochaine, on va commencer à appuyer. Mais parallèlement à ce que je viens de mentionner, il y a aussi des partenariats que nous essayons d'établir avec des universités, entre guillemets, de petite taille, des nano-universités, comme on aime le dire. Donc, on collabore pour voir, parce que c'est très difficile de mener des projets de recherche vraiment très, très dynamiques si on s'enferme sur soi, parce qu'on est des petites universités, si on peut le dire. Je pense à travers des partenariats qu'on peut travailler pour essayer d'aller de l'avant. Et ça, c'est un autre volet sur lequel on travaille. C'est vraiment bâtir des partenariats. Mais aussi, j'ai oublié quelque chose, dans une université comme la nôtre ici, on commence à partir de zéro. Par exemple, on n'est pas encore affilié aux 3 conseils. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on travaille cette première année pour avoir ces affiliations, pour essayer de développer. Parce que les collègues qui sont là vont certainement demander des subventions au niveau des conseils de recherche, mais nous, on n'est pas encore affiliés. Donc ce sont des choses sur lesquelles on travaille. On s'est donné le temps d'ici la fin de cette année académique, tout devrait être en place pour pouvoir démarrer tout ce processus-là. J'ai bien envie de poser une question ouverte à Mme Lalande, M. Imbeau, M. Leblanc. Quelle stratégie avez-vous dû mettre là, pour vous démarquer dans le monde de la recherche, là, outre la nécessité de structurer le bureau? Puis c'est une question que je vous pose à tous et soyez pas gênés pour répondre, rétorquer ou rebondir sur ce que les autres diront. Je laisse la parole au premier qui veut la prendre et on ira ensuite. Mais même si vous attendez pour parler, je vais aller vous chercher. Je peux me lancer. Je disais qu'on se considérait humain, créatif et audacieux à l'UQAT. Ce qui était audacieux de notre part, c'est qu'on ne s'est pas développé selon un modèle traditionnel où on crée des départements ou des facultés principalement pour l'enseignement et ensuite on bâtit la recherche à partir de cela. En Abitibi-Témiscamingue, je vous le disais, on a beaucoup on est une région ressources avec les ressources forestières et minières. Il y avait beaucoup d'enjeux particuliers à la région. Si on s'était développé comme les autres universités en attendant d'avoir des baccalauréats et des programmes de premier cycle, je pense pas que ça aurait fonctionné. Donc, on a vraiment fonctionné en bâtissant au départ avec le département des sciences appliquées, avec les formations en génie, d'aller chercher des octrois pour aller chercher des professeurs qui seraient principalement actifs en recherche.
Donc, on n'a pas recruté des professeurs pour l'enseignement et ça a mené là, au début des années 2010 à la création de 2 instituts de recherche en mine et en environnement et en institut de recherche sur les forêts. Et donc, si on avait suivi le schéma normal, on n'existerait pas dans ces domaines-là. OK, vous avez sauté une étape, littéralement. OK. Mais ça pose des enjeux particuliers parce qu'évidemment, on n'a pas le premier cycle pour justifier les postes, pour financer des postes. Il faut trouver d'autres stratégies, il faut aller chercher d'autres subventions. Il faut que l'université supporte ce développement-là. Mais oui, c'est possible. OK. Madame Lalande, M. Imbeau, quelles sont les stratégies là, que vous êtes en train de développer là, pour vous démarquer? Je vais prendre la parole. Oui, absolument. Vous y allez. Vous y allez. Ben, c'est ça. Encore, comme tout le monde le mentionne, il faut miser sur les collaborations, les partenariats. En raison de la taille de nos institutions, nos capacités en termes de recherche, notre corps professoral, notre nombre d'étudiants. Nous, on parle de 500 étudiants de premier cycle, donc à temps complet. Donc, c'est très petite taille. Donc, il faut être créatif. Il faut voir comment on fait pour maximiser nos ressources puis nos programmes. Donc, par exemple, notre premier programme d'études de maîtrise en recherche touche sur un partenariat entre le département des études françaises et le département de sciences humaines. Donc, ça crée une maîtrise en espace et culture francophone. Donc, c'est un programme qui est accessible pour nos communautés francophones de la région, mais en même temps, à cause de nos capacités, il a fallu être créatif pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire pour avoir un programme de 2e cycle qui correspond aux besoins, mais en même temps qu'on peut aussi soutenir dans notre institution. Donc ça, c'est vraiment un exemple. Puis sinon, encore une fois, les étudiants de premier cycle, on les intègre dans les projets de recherche dès la première année quand on peut. Comme ça, c'est un moyen de rétention, c'est un moyen d'avoir une éducation pour les étudiants qui est très développée. Donc, les étudiants développent énormément leur capacité pour la recherche dès la première année. Donc, ça, c'est des stratégies qu'on a. Puis, encore une fois, au niveau des partenariats, on veut pas réinventer la roue non plus. Donc, on est à l'écoute, on essaie de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, de vraiment d'aller aller chercher des idées ailleurs. Puis, de comprendre aussi nos capacités de recherche à l'interne parce que on veut faire le meilleur fit possible entre nos capacités de recherche à l'interne, mais aussi avec les différents acteurs au niveau de la communauté, au niveau du secteur privé. Puis cette compréhension-là est très importante pour maximiser nos ressources. Monsieur Leblanc? Oui, nous, on a misé beaucoup sur former des groupes de recherche, des centres de recherche et aussi des collaborations communautaires, des collaborations industrielles. Donc, il y a des groupes, des centres qui sont créés il y a 30, 40 années. Je pense au Centre de recherche en linguistique appliquée. Donc, qui a fait des études socio-linguistiques sur les minorités linguistiques, sur le plan d'Acadie ici. Puis, ça s'est développé vers un doctorat en sciences du langage, éventuellement. Donc, puis, on a aussi misé sur des collaborations avec d'autres universités. Bien sûr, la recherche ne se fait pas simplement à l'interne, surtout lorsqu'on est petit, de petite taille. Il faut absolument aller collaborer avec des experts un peu partout dans le monde, que ce soit ici au Canada, mais aussi dans d'autres pays. Donc, on a aussi beaucoup misé sur les collaborations communautaires, les collaborations, comme je dis tout à l'heure, industrielles. Donc, on a misé sur nos axes, on a développé des axes de développement, des axes et des créneaux prioritaires en recherche. Donc, on essaye de créer soit des instituts ou des groupes. On a un institut d'études acadiennes, encore une fois, qui s'est développé naturellement, qui a beaucoup de succès, beaucoup de reconnaissance un peu partout dans le monde. Et tout de suite, la santé est un de nos axes. Donc, on est en train de développer un institut de recherche en santé avec nos partenaires, encore une fois. Santé dans le sens large,
des sciences sociales à la science biomédicale. Donc, on a une centaine de professeurs qui œuvrent en santé. Puis on a différents programmes d'études supérieures en santé. Donc, on a un bon nombre d'étudiants. Donc, on se développe en partenariat puis en misant sur nos forces, sur nos axes et créneaux. J'ai envie de vous poser une question qui peut paraître simpliste, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. En quoi est-ce qu'un bureau de recherche est utile, voire nécessaire à un établissement? Question ouverte. Moi, je pourrais commencer. Allez-y, M. Avaux. Non, je voulais dire, si vous posiez la question aux chercheurs, ça serait encore plus clair, mais je pense que c'est certain, les chercheurs ont besoin d'accompagnement pour tout ce qui est évidemment la soumission des demandes de subvention, les ententes qu'on doit faire quand le financement est accordé, la propriété intellectuelle, tout le post-octroi. Je veux dire, c'est certain que c'est essentiel et les organismes subventionnaires imposent constamment de nouvelles exigences, donc ça nécessite des nouvelles expertises que parfois on n'a pas, qu'il faut aller chercher. Donc, le bureau de la recherche, dans notre cas, on est une université, même si on est petit, on est en forte croissance, mais le soutien aux chercheurs, les besoins que les chercheurs ont de par leurs activités de recherche, on est en constant décalage avec les besoins. Entre le moment où on a les ressources, on a besoin des ressources, et le moment où on les engage, chez nous, il y a un constant décalage parce qu'on est en croissance. C'est un beau problème, mais c'est vraiment un problème qui n'est pas vécu uniquement au niveau de la recherche dans tous les départements, tous les services de l'UQAT. On se sent constamment en décalage par rapport à ce que l'on peut offrir et ce que sont les besoins. Donc, pour moi, c'est clair, on est essentiel. J'allais essentiellement dire des choses similaires, mais j'ajouterais que les services qu'on offre à nos chercheuses, nos chercheurs, c'est pour les libérer pour faire la recherche. Bien sûr, on ne veut pas que nos chercheuses, nos chercheurs soient occupés à faire des tâches qu'ils ne devraient peut-être pas faire. Donc, il faut donner un appui lorsqu'on parle d'aller chercher du financement. L'appui, lorsqu'on a des coopérations, des partenariats, il faut signer des ententes. Bien sûr, si ce serait les chercheurs qui s'occupent de tout ça, ils passeraient tout leur temps à s'occuper des choses, disons, pas purement de la recherche. Donc, on essaye de donner l'appui pour les aider. Aussi, on essaye aussi de donner du mentorat aux nouvelles et aux nouveaux qui arrivent. Donc, notre bureau, on essaie de les associer à une personne qui a plus d'expérience. On leur offre aussi des fonds de démarrage. Donc, c'est aussi un appui dès le début de la carrière. Donc, pour les gens qui ont été embauchés un certain temps passé, comme moi, par exemple, à l'époque, on avait moins d'appui en arrivant. Maintenant, je pense que les universités en général donnent beaucoup plus d'appui aux nouvelles et nouvelles professeurs, les nouveaux professeurs qui arrivent pour entamer une carrière. Le mot collaboration revient souvent dans vos propos. Est-ce que c'est... Je sais que c'est un des grands enjeux de tout le système universitaire francophone dans les autres provinces canadiennes, mais également au Québec. Est-ce que c'est si difficile que ça d'établir des collaborations en recherche entre chercheurs ou avec la communauté? Si je peux me lancer, je pense que moi-même, quand j'ai commencé, je suis rentré dans la vie, dans le domaine de l'université, je pense qu'on privilégiait davantage à cette époque-là le travail du chercheur comme un travail solitaire. Qu'est-ce que vous savez faire seul? Le leadership, c'était vu comme quelque chose de solitaire. Mais de plus en plus, maintenant, ce qu'on met de l'avant, c'est des compétences de travail en équipe, la collaboration. La complexité du monde dans lequel nous vivons actuellement indique en fait qu'un travail de recherche vraiment qui répond aux besoins de nos milieux ne peut être envisagé qu'en équipe parce que personne à lui tout seul ne peut couvrir toutes les dimensions, toute la complexité des défis qui sont en face de nous. Et là, le travail en équipe, à mon avis, devient quelque chose de très important parce que ça permet de voir tous les angles possibles qui permettent de répondre de façon vraiment holistique aux défis qui sont en face de nous. Ça revient un peu à la question que vous avez posée avant, là, touchant
Pourquoi un bureau de recherche? C'est aussi cela, c'est faciliter tout ce travail-là, établir des contacts, dresser la table pour que la recherche se fasse. Parce que si le chercheur est à la fois plongé dans des tâches vraiment de recherche comme telle et dans la facilitation de la recherche, c'est vraiment le temps est très court pour cela. Ça répond à cette question-là. Je pense que le travail en équipe, c'est quelque chose de fondamental. C'est des compétences privilégiées à notre temps. Donc, j'entends que c'est la nécessité de l'interdisciplinarité qui rend ça essentiellement. Oui, absolument, absolument, parce que notre monde nous appelle à cela. Les défis auxquels on fait face actuellement, regardez même la crise de la pandémie dans laquelle on se trouve actuellement. Quel est ce chercheur qui aurait s'aventuré seul pour répondre à tous ces défis? C'est parti d'une question de santé, c'est devenu une question sociale, c'est pluridimensionnel. Je pense qu'on a besoin de travailler en équipe pour répondre à ce type de défis-là. Très bien. On vient de parler des efforts. Oui. J'ajouterais peut-être que la collaboration, pour moi, c'est relativement facile à établir quand on est capable de montrer clairement que toutes les parties ont des avantages indéniables à le faire. Parce que, tu sais, je vous disais, c'est sûr qu'à l'UQAT, on a démarré dans des domaines où on n'avait pas de grandes équipes, on n'avait pas de programme, donc il fallait faire des partenariats avec d'autres universités dans plusieurs cas. Par contre, nous, on avait la connaissance du milieu, la connaissance des acteurs, donc c'est plus facile de tisser des liens quand les acteurs se connaissent et se voient. Donc, dans l'industrie forestière ou minière, nous, on a ce contact-là que l'on n'a pas si on est basé à Montréal ou à Québec. Donc, à ce moment-là, si on peut montrer que nous, on a les contacts et la présence en région avec les sites d'études, ben on peut faire des partenariats qui sont gagnants-gagnants. On a moins d'étudiants que dans les grands centres, mais on a le lien avec les partenaires. Donc, si tout le monde y trouve son compte, on peut faire des ententes. Puis c'est ce qui a permis le développement chez nous là, des instituts en foresterie et en environnement minier. Très bien. On a parlé des efforts de recherche et des efforts au niveau du développement stratégique. Et bien là, on en arrive au troisième volet important de la question. Parce que quand on parle de recherche, d'innovation, on est bien obligé de considérer la question des moyens. Et là, encore là, c'est une question pour laquelle je n'ai pas d'adresse spécifique. Est-ce que le soutien, là, de quel soutien supplémentaire est-ce que les universités ont besoin, vos universités, pour pouvoir développer davantage leur capacité? Est-ce que ce soutien-là est suffisant? Puis qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Madame Lalande, on ne vous a pas entendu depuis un petit moment. Oui, merci. C'est ça, j'avais aussi un point à ajouter juste brièvement par rapport à la collaboration. C'est une chose de démarrer des collaborations, mais c'est aussi l'entretien de ces collaborations-là. Donc, voilà. Il faut identifier des leaders, des chefs de file qui vont pouvoir entretenir ces relations-là. C'est aussi le service que le Bureau de la recherche offre à ces chercheurs-là, parce que c'est du travail, parce que, oui, pré-octroi, après-octroi, mais aussi qu'est-ce qui se passe post-octroi. Donc, tout le suivi avec les partenaires, donc c'est très important. Donc, ça, c'était ma petite parenthèse que je voulais ajouter. Je suis très content que vous l'ayez dit. Oui, merci. Puis, par rapport au soutien qu'on peut avoir de plus, c'est ça, j'en discutais avec des collègues, puis la liste pourrait être très, très, très longue. Mais pour identifier un axe principal, c'est plutôt au niveau de la reconnaissance des universités de petite ou de très petite taille. Donc, est-ce que c'est par le biais d'une définition qui décrit ces universités de petite taille-là comparativement aux universités généralement qui sont de petite et de taille moyenne? Donc, comment on fait pour se distinguer par rapport à ça au niveau de la définition de qu'est-ce qu'une université de petite taille ou de taille humaine? Puis, pour en faire un lien avec ça, c'est aussi, encore une fois, de s'inspirer de qu'est-ce qui se fait ailleurs. Donc, je suis très excitée là, par l'ACFAS qui lance le nouveau service d'aide à la recherche en français parce que pour nos communautés francophones en milieu minoritaire, ça, c'est encore un service qui va être énorme pour nos chercheurs, pour faire la recherche en français, parce que c'est facile de faire une demande de financement en anglais avec des bailleurs de fonds anglophones au niveau provincial, mais quand on veut aussi faire la recherche en français et maximiser ça, il n'y a pas toujours des ressources. Donc ça, c'est un point que je voulais féliciter l'ACFAS pour cette initiative-là. Très bien. C'est beau, M. Leblanc, dans cette veine-là. M. Boulatrice également. Ben, moi, ce que je dirais, je n'ai peut-être pas tant de solutions, mais je dirais ce qui est particulier dans nos situations aussi, c'est que
On a beaucoup d'employés, on n'a pas beaucoup d'employés dans nos services de soutien à la recherche, donc ça fait en sorte que nos employés, nos conseillers sont plus des couteaux suisses. Ils doivent faire toutes sortes de tâches diverses, alors que dans des plus grandes universités, si on a du volume, on peut avoir une personne qui se consacre presque exclusivement à gérer des dossiers avec la Fondation canadienne de l'innovation. Chez nous, c'est un conseiller qui va faire ça à travers d'autres dossiers. Donc, on n'a pas, en raison de ça, je pense on essaie d'offrir le meilleur service possible, mais c'est certain que nos conseillers, notre personnel n'est pas ultra spécialisé. Et ça, c'est un défi. C'est aussi un défi que si quelqu'un quitte ou tombe malade, on n'a pas beaucoup de personnes qui peuvent prendre la relève. Fait que c'est un défi particulier. Et là-dessus, c'est là qu'on doit travailler à trouver des solutions où on aurait besoin peut-être de ressources supplémentaires simplement à cause de ça. Là. OK. M. Leblanc? Oui, puis il y a aussi à l'externe, c'est qu'il faut, disons, faire reconnaître. Tout à l'heure, on a dit la recherche à taille humaine, on a des universités à taille humaine, mais aussi la recherche à taille humaine, c'est-à-dire par les conseils subventionnaires. Donc, il faut, disons, les sensibiliser que la recherche dans des universités de plus petite taille peut être différente que la recherche dans les grandes universités. Donc, souvent, les conseils subventionnaires lancent des grands concours avec d'énormes sommes. Donc, qui sont plus ou moins faites pour des grandes institutions. Donc, on essaie de les sensibiliser que les sommes à taille humaine aussi, c'est important. Puis, il faut aussi les sensibiliser que la manière qu'on évalue une demande de financement des universités, par exemple, où est-ce qu'il y a peu ou pas d'études supérieures, bien, ça ne peut pas s'évaluer de la même manière qu'on évalue une demande d'un professeur de l'Université de Toronto. Donc, c'est dommage que M. Turnbull n'est pas ici. L'association qui préside fait beaucoup de sensibilisation, sinon du lobbying, auprès de nos bailleurs de fonds. Donc, il y a aussi, M. Imbeau mentionnait, on a beaucoup d'exigences des conseils nationaux qui font en sorte que c'est lourd, surtout pour les petits bureaux de la recherche, où est-ce qu'une personne peut faire plusieurs choses. Donc, il faut tirer notre épingle du jeu, mais c'est un défi, c'est sûr. Avez-vous l'impression que les organismes subventionnaires, les bailleurs de fonds, vous entendent ou ils sont surtout en train d'écouter les grosses 15, comme on dit, le Big 50? Le U15, oui. Le U15. Je dirais un peu des deux. Là. Il ne faut pas se leurrer. Là. On n'est pas... mais on a eu des changements bien spécifiques à certains programmes. On a rencontré certains représentants des conseils de financement. Donc, on avance, mais c'est peut-être pas suffisant. Mais surtout pour les gros financements, parfois, ça c'est... parfois, on annonce d'énormes programmes sur un court laps de temps. Mais pour une petite université, c'est presque impossible d'y participer. Donc... mais je pense qu'on avance, mais il y a encore du chemin à faire. Okay. Est-ce que, justement, est-ce que l'écosystème fonctionne pour vous? Est-ce que vous êtes considérés comme des parents pauvres, puis les gens vous brossent, vous balayent de la main en disant « Ah, c'est de la petite université, c'est sans conséquence, c'est local. » Faites-vous face au mépris, finalement, de ceux qui sont censés subventionner les travails? Mais si je peux répondre à ça, c'est de dire qu'en fait, l'excellence recherche l'est tout aussi bien dans une grande université que dans une petite université. C'est une recherche excellente dans tous les contextes. Les universités à taille humaine, si on peut le dire ainsi, sont des universités de proximité qui connaissent vraiment les défis locaux, qui sont ancrés, parfois qui mettent les doigts sur des questions très, très intéressantes et même qui sont au cœur de nos sociétés. Ce point de vue, je ne sais pas si je peux généraliser ce point, s'il y a des collègues qui pensent qu'en fait, puisque dans une petite université, écoute, la recherche ne vaut pas la peine, ça devient une discrimination en termes de savoir. Et c'est problématique. C'est vraiment problématique et c'est quelque chose qui ne devrait pas exister parce que la plupart des personnes d'ailleurs qui opèrent dans les petites universités, quand vous regardez, ont suivi leur cursus universitaire dans les grandes universités.
Et donc, ils ne sont pas moins scientifiques ou moins professionnels que les personnes qui opèrent dans les grandes universités. Et je pense qu'on parle ici d'une cartographie de la recherche à l'échelle de la société canadienne de manière générale, peu importe où elle se trouve. La recherche, elle a la valeur pour tout le monde. Donc, l'excellence, on la retrouve partout. Et s'il y a des préjugés en ce sens, je crois que c'est quelque chose qu'on devrait lutter contre ça. Ce n'est pas quelque chose qui a de la place. Est-ce que est-ce que les programmes existants sont suffisants? Est-ce qu'il y a d'anciens programmes qui ont été éliminés qui devraient être amenés? Est-ce qu'il y en a d'autres qui devraient être créés qui feraient un peu plus, qui seraient un peu plus à votre mesure? On a cité tout à l'heure l'exemple des grands projets de recherche qui sont pas pour lesquels vous n'êtes pas nécessairement adaptés ou prêts. Mais à l'inverse, quels seraient les programmes qui seraient d'emblée plus fonctionnels pour vous? Je sais par exemple qu'il existait, je ne sais pas si le programme existe encore, en 2014, il existait le programme de subvention de conseil de recherche en sciences humaines pour les petites universités qui existait, je pense, qui continue encore. Okay. Je crois que ce sont des choses qui sont très importantes, très ciblées, parce que ça permet de répondre aux besoins et le processus d'adjudication devrait varier, comme ça a été mentionné par Francis tout à l'heure. On ne devrait pas avoir le même processus d'adjudication parce que le contexte de cette université est très, très particulier. Et je pense qu'il y a une sensibilité à développer à ce niveau-là pour tenir compte de la spécificité de ces universités à taille humaine et des défis auxquels ces universités font face. Parce que dans les grandes universités, peut-être, on ne le voit pas, mais là, on a des groupes de scientifiques qui peuvent mettre la main sur des questions qui sont des questions de société. On devrait avoir des processus d'adjudication qui soient équitables à ce niveau-là. Parce que si vous avez des processus d'adjudication des personnes qui viennent juste des grandes universités, à mon avis, il y a un problème à ce niveau-là. On peut perdre quelque chose. Comment est-ce qu'on assure l'équilibre pour qu'il y ait une certaine représentativité, qu'on tienne compte de cette particularité de ces universités à taille humaine? Je crois que ce sont des questions qui devraient être sur la table et qui doivent être discutées. Très bien. Mais je pense aussi que il faut pas non plus essayer de se comparer nécessairement aux grandes universités. Moi, mon but, ce n'est pas de rejoindre les grandes universités, c'est d'être excellent dans les domaines où on a les avantages et la position qui fait qu'on peut exceller dans ces domaines-là. Donc, je dirais ça, tu sais, le fait que oui, il y a des initiatives qui sont comme Apogée ou d'autres qui sont moins bien adaptables aux petites universités, ben nous, on a fait le choix, on n'y postulera pas tout simplement, on va mettre nos énergies là où on a plus de chances d'être performant par rapport aux grandes universités. Donc, c'est un peu, désolé de revenir souvent à ça, mais la force des petites universités humaines, c'est le partenariat. Il y a beaucoup de programmes fédéraux, provinciaux où on a besoin de ce partenariat-là comme effet levier. Je pense que c'est là où on peut exceller et c'est là compte tenu des énergies limitées qu'on peut attribuer, je pense que c'est là qu'il faut qu'on travaille. J'ai envie de poser une question un peu plus. Oui, j'ai entendu. Moi, je suis d'accord qu'il faut viser les programmes dans lesquels qu'on compétitionne. Puis oui, il faut aussi se prendre en main. Il faut faire en sorte qu'on donne de l'appui à nos chercheurs. Nous, on a mis l'avant un comité de lecture pour nos demandes de recherche pour certains programmes, pas tous les programmes. Puis ça a eu beaucoup de succès. Donc, nos taux de succès à certains concours augmentés. Donc, il faut militer pour du changement, mais il faut aussi vivre dans la réalité. Donc, il faut faire en sorte que nos demandes de financement soient améliorées pour espérer pouvoir, encore une fois, avoir du succès. Donc, c'est sûr qu'on a mentionné le programme Apogée, c'est la même chose que nous. C'est pas un programme qu'on a visé parce que ça prend trop de ressources pour le peu de chances de succès. Donc, il faut bien viser. Puis, tout ça qui est collaboratif, je pense que ça, c'est nous, à l'Université de Moncton, on a augmenté beaucoup en recherche collaborative parce que les fonds sont plus rapides à aller chercher. On est des petites institutions assez réactives qu'on peut mettre sur pied une collaboration avec un partenaire, soit communautaire, privé, assez rapidement. Donc, on peut aller chercher des fonds assez rapidement pour entamer des projets de recherche. Donc, il faut vraiment s'y attarder. Puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la recherche collaborative
il y a beaucoup, beaucoup de programmes qui sont disponibles. Donc, c'est plus facile d'aller chercher de l'argent. J'ai envie de vous poser une question un peu plus polémique. Est-ce que pour les francophones, est-ce que les anglophones ont tendance à prendre une proportion disproportionnée des enveloppes? Puis, corollaire, entre francophones, est-ce que les Québécois ont tendance à aspirer toute l'air? J'aimerais vous entendre, en particulier ceux qui sont dans des universités non québécoises, votre perspective, là, parce que je suis obligé de poser la question parce que c'est quelque chose qui revient constamment quand on parle à des francophones, notamment des autres provinces que le Québec, là. Il faut la poser. Est-ce que vous avez la place? Est-ce qu'on vous laisse la place? Est-ce qu'on vous entend entre francophones? Ben, je peux peut-être donner une réponse courte, là, mais quand il y a eu un cas, entre autres en sciences de la santé, on s'est posé des questions. Moi, je suis allé voir auprès de nos chercheurs, nos chercheuses, puis ce qu'ils nous ont dit, mais peut-être que si on avait un aussi bon soutien que dans les grandes universités, on performerait mieux. Donc, là, il y a ça aussi, là. Comme je vous disais, les services de soutien à la recherche pour les chercheurs sont vraiment essentiels. Puis je pense qu'à la base, c'est peut-être là où ça peut faire une différence. Mais je vous dirais, au réseau EQ, on suit ces statistiques-là. On voit qu'il y a parfois des écarts, mais de mon point de vue, ça ne semble pas si grand que cela. OK. Madame Lalonde? Oui, ben c'est exactement ce que j'étais pour mentionner. C'est au niveau des ressources qu'on a pour appuyer les demandes de financement. Donc, oui, on a l'impression de voir un désavantage, mais en même temps, est-ce que c'est relié directement aux ressources qu'on a dans nos institutions pour appuyer les demandes? Donc, c'est difficile à cibler parce qu'on a des chercheurs qui ont des hauts taux de succès dans leurs programmes respectifs. Donc, est-ce que c'est ça? C'est difficile de mettre le doigt dessus vraiment. Donc, c'est plutôt par expérience, puis de vraiment connaître nos chercheurs, mais aussi de bien comprendre les demandes des bailleurs de fonds, des agents subventionnaires pour mieux cibler qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc, c'est vraiment être à l'écoute puis de s'adapter. Oui, OK. Puis, il faut examiner aussi les critères de sélection. Donc, les critères de sélection, il ne faut pas les négliger. Donc, selon les programmes, bien, les petites universités, parfois, peuvent mieux performer sur certains programmes. Mais bien sûr, c'est peut-être pas tous les programmes, là, mais il faut s'ajuster aux critères de sélection. Il faut être sûr que nos demandes adressent les critères de sélection. C'est ça. M. Mulatrice? Je pense que tout a été dit, tout dépend de l'appui, parce que tout est là, le soutien qu'on apporte aux chercheurs pour les accompagner dans les demandes de subventions. Si l'appui n'est pas à hauteur de la complexité, ces demandes sont parfois des demandes qui prennent du temps. Et si on ne s'y prend pas bien, les taux de succès peuvent être très, très faibles. C'est très important d'accompagner. C'est là où je pense qu'il faut mettre les moyens. On ne les mentionne pas si. Il faut de l'argent. C'est ça. Mais j'en comprends finalement que les bureaux de recherche qui sont vraiment le thème aujourd'hui sont vraiment l'outil qui permettent à vos chercheurs de se battre à armes égales. Je le mets en guillemets, là, mais c'est l'outil essentiel. Je vous remercie tout le monde, d'abord les panélistes, mais également les participants qui ont été nombreux en ligne. Je vais maintenant céder la parole à Martin Normand de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, qui va nous partager ses réactions face aux discussions qui ont été amenées, puis peut-être que lui aussi aura des éléments de réponse à la dernière question. Monsieur Normand, à vous. J'en aurais beaucoup des éléments de réponse à la dernière question, mais je vais me limiter à mes réactions au panel pour l'instant, comme le temps est limité. Merci beaucoup à nos 4 intervenants aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de notes parce que ça va aussi nous appuyer à la CVFC dans le travail qu'on fait pour l'appui à la recherche en français au Canada. Je vais essayer de faire rapidement 3 points. Je suis peut-être ambitieux, là, mais on a beaucoup dit que, par exemple, les établissements doivent se démarquer. Les petits établissements doivent être créatifs, doivent être audacieux, doivent être innovants. Mais je pense qu'il n'y a pas une université qui dit pas ne pas être créative, audacieuse et innovante. Donc, je pense que pour se démarquer, ce que les petits établissements peuvent utiliser, et ça, on l'a beaucoup entendu, c'est vraiment l'ancrage dans le milieu. Une petite université qui s'ancre dans son milieu, qui a une personnalité particulière dans son milieu. C'est différent d'une très grande université qui peut paraître impersonnelle et qui joue dans des ligues différentes. Donc, ces petits milieux-là, ces petits milieux de recherche-là arrivent à identifier leurs forces et à arrimer ça à des besoins locaux
et aussi à miser sur leur interdisciplinarité, parce que comme il y a peu de personnel, il faut aussi miser sur l'interdisciplinarité dans les projets. Ça vient par la force des choses. Et donc, en arrivant à cette possibilité de s'implanter dans leur milieu, les universités à petite taille démontrent rapidement la pertinence sociale de leur recherche, démontrent rapidement comment ils sont des acteurs incontournables de leur milieu, deviennent des portes ouvertes sur leur milieu. Il y a peut-être moins de relations à distance et qui permet à la communauté alors là de mieux s'identifier à l'établissement qui est installé dans son milieu. Donc, il y a une proximité qui s'installe. Il y a toutes sortes de possibilités qui s'ouvrent. Donc, oui, l'université devient un acteur dans son milieu, mais après ça, le milieu devient un acteur en appui aux établissements parce que très souvent, on a aussi besoin de l'appui de ce milieu-là pour faire valoir la valeur ajoutée de maintenir un financement adéquat pour des établissements en milieu rural, en milieu éloigné ou encore en milieu minoritaire. Le deuxième point que je voulais faire, c'était bien évidemment les besoins. Je pense que ça, je vais y aller rapidement parce que ça, on en a beaucoup entendu, les services d'appui à la recherche, l'accompagnement des chercheurs, les fonds de démarrage. Il y a beaucoup de pistes. Ce que j'entends beaucoup, c'est le temps aussi. Les chercheurs ont besoin de temps pour faire de la recherche, ce qu'ils ont souvent beaucoup moins dans des établissements de petite taille parce que les charges d'enseignement sont aussi beaucoup plus élevées que dans des établissements de grande taille où on peut répartir les tâches de façon peut-être plus équitable. Donc, il faut libérer du temps pour que les chercheurs puissent faire la recherche. Et comme ces professeurs-là ont moins de temps à consacrer à la recherche, là où on parlait des conseils subventionnaires et d'arriver à des critères qui sont justes et équitables, ben si un professeur n'est pas capable de consacrer autant de temps à la recherche que des contreparties dans des grandes universités, ben ça le désavantage dans les processus d'évaluation des subventions aussi. Donc, il faut prendre en compte cette réalité différente des chercheurs dans les grands établissements qui n'ont pas le même temps, les mêmes ressources, le même appui que ceux dans les grands établissements. Donc, ça, c'est les deux grands points, mais je terminerai sur peut-être des zones d'ombre de notre discussion d'aujourd'hui. En fait, je voulais toucher rapidement à la question de la diffusion, de la mobilisation, de la vulgarisation des connaissances. La question de M. Danouba nous a amené dans cette voie-là. Je pense qu'il faut voir ces activités de vulgarisation et ce rapprochement avec les médias aussi pour faire connaître la recherche qui se fait dans les universités, pour que ce rapprochement-là se fasse de façon plus naturelle entre des établissements qui parfois peuvent sembler intimidants, hein, parce que c'est pas nécessairement des établissements qui sont faciles d'approche pour certains gens dans le milieu. Donc, pour essayer de faire tomber ce visage-là plus intimidant, il pourrait y avoir une interface plus régulière à travers la vulgarisation et les médias. Donc, ça pourrait être une piste à explorer. On a parlé aussi de miser sur les forces des établissements. Et bien évidemment, on comprend tous ça, mais à force de miser sur les forces des établissements, est-ce qu'on risque de laisser de côté des domaines de recherche qui seraient importants, primordiaux pour les communautés, mais qui n'ont pas été identifiés comme des forces par les établissements? Donc, il faut juste s'assurer qu'il y a quand même, peut-être qu'à travers la collaboration, on peut le faire, là, de s'assurer qu'il n'y a pas des domaines de recherche qui tombent, qu'il y a des besoins en données probantes qui ne sont pas répondus par les établissements. Mais je pense qu'il faut garder ça en tête. Et le troisième, on parlait du temps des professeurs, mais il y a aussi le statut précaire de beaucoup de professeurs, parce que dans une grande proportion, les petits établissements doivent compter sur l'appui de professeurs à statut précaire, de professeurs à temps partiel, qui bien évidemment ne sont pas admissibles au programme de subvention des conseils subventionnaires, qui n'ont pas de temps de libérer pour la recherche, qui ne peuvent pas encadrer des étudiants. Et donc, il y a comme une main-d'œuvre en recherche qui se raréfie quand les établissements utilisent de plus en plus une main-d'œuvre précaire. Donc, ça aussi, ça peut avoir à moyen et long terme des conséquences importantes sur les capacités en recherche des établissements. Donc, c'est comme ça que je le résumerai en 5 minutes. Merci beaucoup à nos 4 intervenants aujourd'hui. Valérie Lalande pour l'émulatrice, Louis Imbeau, Francis Leblanc pour vos interventions très pertinentes et très utiles. Merci Jean-Benoît Nadeau pour votre habile animation aujourd'hui. Et je vous invite tous et toutes à rester pour le prochain panel qui commence dans une dizaine de minutes et qui permettra de présenter certains projets qui découlent du programme de coopération en recherche dans la francophonie canadienne. Donc, à tous, merci d'avoir été là. Profitez de cette pause et restez avec nous pour le prochain panel. Merci à tous.